Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, la justice portugaise ordonne le gel des comptes bancaires détenus au Portugal par la milliardaire Isabel dos Santos, mise en examen fin janvier par la justice angolaise pour détournement de fonds et blanchiment d'argent. L'artisanat, un secteur pourvoyeur d'emplois, c'est le cas au Togo où le gouvernement a investi 9 milliards de francs CFA dans le secteur depuis 2011. Puis l'explosion démographique en Égypte. La croissance s'accélère, elle a gagné 10 millions de personnes en seulement 6 ans. L'Égypte, premier pays arabe le plus peuplé, avec désormais plus de 100 millions d'habitants. À la demande de la justice angolaise, la justice portugaise gèle les avoirs d'Isabel dos Santos, une décision prise dans le cadre d'une enquête pour mauvaise gestion et détournement de fonds durant le mandat de la fille de l'ancien président à la tête de la Sonangol, la société pétrolière publique d'Angola. Ange Bijou Nomenio. La justice portugaise gèle les avoirs d'Isabel dos Santos. Elle a pris cette décision suite à une demande de la justice angolaise. Depuis janvier 2020, la femme d'affaires angolaise est mise en examen pour mauvaise gestion et détournement de fonds. Elle était à la tête de la compagnie nationale pétrolière Sonangol. C'est peut-être là la fin de l'impunité, mais aussi un exemple que l'on peut donner d'un régime qui s'est établi dans la durée et qui a connu toutes sortes d'abus, de détournements, de corruption, et avec les enrichissements illicites. Et donc aujourd'hui, la leçon qu'on peut tirer, c'est qu'en fait, quand on est au pouvoir, il faut savoir mieux gérer son pays parce qu'après, on s'expose à la justice. La fille de l'ancien président dos Santos n'a pas encore réagi à la décision de justice. Elle fait l'objet d'une enquête portant sur un détournement de fonds d'une valeur de 115 milliards de dollars. Les fonds auraient été transférés vers une société à partir des comptes de la Sonangol. Chaque fois qu'on veut évoquer le cas de ce qui se passe en Angola, nos amis qui sont au pouvoir aujourd'hui disent « l'Angola n'est pas la RDC ». Et donc vous avez là évidemment cette peur de l'alternance qui expose évidemment à la poursuite judiciaire. Les déboires de justice ont commencé en décembre 2019 pour Isabel dos Santos. Une enquête du consortium international des journalistes d'investigation a révélé qu'elle était impliquée dans une affaire de détournement de fonds. Isabel dos Santos a nié tout en bloc. L'artisanat en quête d'un nouveau souffle au Togo, ce secteur qui s'inscrit dans un large écosystème et créateur d'emplois, un secteur réinvesti ces dernières années avec un investissement global de 9 milliards de francs CFA destinés à développer la filière. Amenedji. Entre 2011 et 2019, le gouvernement togolais a investi plus de 9 milliards de francs CFA dans le secteur de l'artisanat. Ces fonds ont été attribués sous forme d'aides aux différents acteurs et plus de 10 500 jeunes artisans ont été accompagnés en 9 ans avec 11 300 projets financés. L'objectif, promouvoir de véritables entreprises artisanales afin de renforcer l'attrait touristique du Togo. Ceci dit, pour permettre à ce que ce secteur-là contribue plus à la croissance, il faut agir sur la compétitivité en favorisant l'importation des intrants avec une politique commerciale qui vise à réduire les droits de douane sur les produits importés pour éviter la progressivité tarifaire. Les artisans qui sont déjà des groupes relativement vulnérables et qui sont dans le secteur informel doivent pouvoir avoir accès au crédit à un taux d'intérêt relativement faible. Par ailleurs, le gouvernement, à travers le ministère en charge de l'artisanat, a injecté 943 millions de francs CFA dans la création de 26 centres ressources destinés à renforcer les capacités et doter les différents acteurs de meilleurs outils. Il faut rendre relativement obligatoire l'enseignement professionnel, ce que les Anglais appellent le vocational training, visant à permettre à tous les apprenants de ressortir leur talent artisanal et créer plus de valeur ajoutée pour l'économie togolaise. Dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine, il faut noter que le secteur du tourisme va faire l'objet de libération et donc le Togo doit pouvoir se préparer à mieux développer son secteur artisanal face à la concurrence étrangère. L'artisanat au Togo, c'est plus d'1 million d'actifs avec une contribution de 18% au produit intérieur brut. Dans le cadre de la réalisation des objectifs inscrits dans le plan national de développement du Togo, le gouvernement appuiera la création de 4 200 entreprises artisanales d'ici 2022.
Les États-Unis engagent des négociations pour un accord commercial avec le Kenya, une démarche sans précédent avec un pays du continent africain. Alors les pourparlers ont été engagés entre les deux pays, le Kenya et les États-Unis, dont le commerce s'élève chaque année à près d'1 milliard de dollars. Ange Bijou-Nomenyo. Les États-Unis veulent faire du commerce avec le Kenya. Un accord de libre-échange est en cours de négociation pour matérialiser ce souhait. Les deux pays avaient déjà entretenu des échanges commerciaux, mais il s'agit là d'un intérêt personnel venant de la grande puissance mondiale. De plus en plus, l'administration républicaine est moins favorable aux accords de l'AGOA, à la loi sur les opportunités d'affaires avec l'Afrique qu'on appelle AGOA. Ils sont plus d'accord avec des accords commerciaux bilatéraux qui permettent de pouvoir mettre à l'intérieur de ces accords des contenus spécifiques qui sont de nature, selon les États-Unis, à renforcer les relations commerciales. L'accord de libre-échange que tentent de nouer les deux pays n'a jamais eu lieu auparavant dans un pays d'Afrique subsaharienne. En 2018, les échanges commerciaux qui ont eu lieu entre les deux parties ont atteint 1,17 milliard de dollars. Le Kenya devient de ce fait le 11e partenaire mondial des États-Unis en Afrique et le 6e partenaire commercial en Afrique subsaharienne. Je pense que l'administration Trump voudrait qu'il y ait aussi des données spécifiques des relations commerciales qui fassent en sorte qu'on ne retrouve pas, par exemple, des produits venus du Kenya mais qui ont été développés grâce à des capitaux chinois ou alors grâce à des entreprises chinoises implantées au Kenya. Le commerce entre le Kenya et les États-Unis s'élève à 1 milliard de dollars. Plus de 70% des exportations du Kenya vers les États-Unis se font dans le cadre de la loi américaine sur la croissance et les opportunités de développement en Afrique. L'Égypte franchit le cap symbolique des 100 millions d'habitants. L'Égypte, 14e pays le plus peuplé au monde et en 3e position à l'échelle continentale. Le pays a triplé sa population en seulement 50 ans, une croissance démographique qui constitue un défi majeur pour ce pays marqué par d'importants défis économiques et sociaux. Siamlo Victoria Sedji. 100 millions d'habitants. L'Égypte vient de franchir ce cap. L'annonce a été faite mardi 11 février par l'Agence nationale pour les statistiques. Le pays des pharaons maintient son titre de 3e pays le plus peuplé d'Afrique derrière l'Éthiopie et le Nigeria, respectivement 2e et 1re puissance démographique du continent. Il n'y a que des opportunités qu'il faut qu'on développe. Le nombre d'habitants peut être une tare, peut être un poids, s'il n'y a pas de politique économique et agricole intelligente dans le pays. En 2017, le président Abdel Fattah al-Sisi avait placé la surpopulation parmi les 2 principales menaces pour le pays, à côté du terrorisme. L'Égypte est la 3e puissance économique africaine, mais la dévaluation en 2016 de la monnaie locale a accentué les difficultés économiques. Un Égyptien sur 3 vit sous le seuil de pauvreté selon les chiffres officiels. Il y a certains pays d'Afrique qui sont d'excellents exemples pour l'Égypte, une politique économique agricole qui est importante à mener, mais encore faut-il qu'il y ait des gouvernements qui craignent la réaction de leur peuple. En 30 ans, le taux de natalité égyptien a littéralement explosé avec 1,5 million de naissances en moyenne par an. Si aucune politique efficace n'est instaurée, le pays comptera 120 millions d'habitants en 2030, d'après les prévisions des Nations Unies. Au Cameroun, dans le cadre du plan d'assistance humanitaire d'urgence, une aide humanitaire, à savoir des produits de première nécessité, ont été remis aux déplacés du Nord-Ouest, qui constituent avec le Sud-Ouest les 2 régions anglophones en crise depuis 3 ans. Nathalie Mo. Les populations de la région du Nord-Ouest ont reçu un nouveau don en produits de première nécessité du chef de l'État Paul Biya dans le cadre du plan d'assistance humanitaire d'urgence. Composé de couvertures, produits alimentaires entre autres, ce don doit permettre aux déplacés internes de la crise anglophone de retrouver un confort de vie. Toutefois, les autorités veulent désormais accélérer l'autonomisation de ces populations. On va intensifier cette distribution au niveau des arrondissements et au niveau des villages lointains. Le président
président de la République voudrait qu'après cette étape d'aide, qu'on puisse encourager chaque déplacé interne à s'autogérer. Le don du président Paul Biya vient rappeler aux populations du Nord-Ouest que l'État se soucie d'elles. De plus, il s'agit de passer le message de l'unité et de l'indivisibilité du peuple camerounais. Un geste reçu avec gratitude par les habitants de Bamenda et ses environs. Très content pour le cadeau du chef de l'État. Vraiment, nous disons grandement merci pour son soutien. Le message de la population au chef de l'État, c'est un message de gratitude. Ils s'expriment, comme vous-même vous avez entendu, ils expriment leur gratitude. Le plan d'assistance humanitaire d'urgence pour les déplacés de la crise anglophone vient de bénéficier d'un don chinois d'une valeur d'1,6 milliard de francs CFA. Des efforts combinés qui ont permis à près de 7000 familles de se réinstaller dans la région du Nord-Ouest au cours des 3 derniers mois, selon le ministre de l'administration territoriale, Paul Atanganji. L'Afrique subsaharienne subit une pollution croissante et les risques sanitaires liés à la détérioration de la qualité de l'air augmentent. C'est pour faire état de la situation, mais aussi alerter sur la nécessité d'agir qu'a été lancée à Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire, la 3e édition des Journées africaines de l'écologie et du changement climatique. Reportage de notre correspondant en Côte d'Ivoire, Olivier Conan. Transition écologique dans les territoires et employabilité des jeunes, c'est le thème de la 3e édition des JIFAC, Journée africaine de l'écologie et du changement climatique, prévue du 16 au 21 mars 2020 à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. Ce forum d'échange vise à éveiller les consciences vers des modes de consommation et de production durables, ainsi qu'à favoriser l'adoption de comportements éco-responsables. La région du Bélier, au centre de la Côte d'Ivoire, est l'exemple de l'effet dévastateur du changement climatique. Le Yamoussoukro est une zone de transition climatique, transition écologique entre la savane du nord et la forêt au sud. Et donc, c'est une région qui, de par sa position de région de transition, subit fortement les aléas des changements climatiques. Plateforme d'échange de bonnes pratiques, les JIFAC donneront l'occasion à la province canadienne du Québec, pays invité, de partager son expérience en matière de réduction de gaz à effet de serre et transition écologique. C'est de vraiment apporter notre expertise en matière de changement climatique et aussi le Québec peut apporter beaucoup de solutions inspirantes, de solutions intéressantes pour les entreprises énergivores, les entreprises privées. Pour les spécialistes, il faut amener la population à prendre conscience de l'intérêt économique de s'inscrire dans la durabilité en adoptant la transition écologique. Elle était la première boucle du cacao, très fertile. C'est là-bas qu'on produisait le cacao. Et à force de déforester, cette zone est devenue infertile à l'agriculture. Donc les populations sont des réfugiés climatiques. L'idée, c'est de rendre leurs terres fertiles, les refertiliser pour qu'ils reviennent et ils arrêtent de mettre la pression sur les forêts du sud. Ils reviennent dans leur zone faire l'agriculture. En rappel, la forêt ivoirienne est passée de 16 millions d'hectares en 1960 à seulement 3,6 millions d'hectares en 2019. Le gouvernement veut doubler la superficie des forêts et réduire les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.